Imagine une journée absolument normale. Tu marches dans la rue, tu lèves les yeux et tu remarques juste un point orange, un peu plus brillant que d'habitude. Rien d'extraordinaire. On dirait une étoile mystérieuse ou un reflet bizarre. Mais au fil des jours, ce point grandit. Il s'étale, il révèle des bandes orangées, puis un ovale rouge immense. Et là, tout le monde comprend. C'est pas une étoile, c'est Jupiter, la plus grande planète du système solaire, qui s'approche de la Terre. Personne ne comprend comment, personne ne comprend pourquoi. Mais une chose est sûre, quelque chose de gigantesque est en train d'arriver. Et cette fois, ce n'est pas une fiction. Les premières anomalies commencent discrètement. Les scientifiques remarquent que la gravité terrestre change d'une manière minuscule, presque imperceptible. Tu ne t'en rends même pas compte au début. Puis tu poses ton téléphone sur une table. Il glisse légèrement. Tu bois un verre d'eau. Il te semble un peu plus lourd que d'habitude. Les objets tombent un tout petit peu plus vite. Ce n'est rien de dangereux, mais c'est suffisant pour que les observatoires du monde entier tirent la sonnette d'alarme. La force d'attraction gravitationnelle de Jupiter commence à interagir avec la nôtre, malgré les millions de kilomètres qui nous séparent encore. C'est subtil, mais c'est là. La Terre n'est déjà plus totalement autonome. Puis, l'impact devient violent. Les forces de marée explosent. Jupiter est une géante gazeuse 318 fois plus massive que la Terre. Quand une masse pareille s'approche de toi, même à une distance sécurisée, elle commence à déformer ton océan comme si elle tirait dessus avec des câbles invisibles. Les marées deviennent énormes. Là où tu avais une plage tranquille, tu te retrouves avec un mur d'eau de 5 à 10 mètres de haut. Les vagues s'écrasent contre les côtes avec une puissance monstrueuse. Les ports, les littoraux, les villes proches de l'eau ressentent la pression comme si l'océan tentait littéralement de sortir de sa place naturelle. Le niveau de la mer monte et redescend sans logique. Les premières inondations massives apparaissent, sans tempête, sans pluie, juste à cause de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter s'agrandit dans le ciel jusqu'à devenir un disque énorme, beaucoup plus grand que la Lune. Puis, elle devient une sphère immense, éclairant la nuit comme un soleil orange. Sa grande tache rouge est si grande qu'on la voit à l'œil nu comme un cyclope cosmique. La nuit perd sa noirceur et devient une sorte de crépuscule permanent. Les scientifiques et les citoyens paniquent. L'atmosphère jovienne renvoie une lumière orangée qui se reflète dans nos nuages, nos océans et même nos fenêtres. Certains soirs, la lumière est tellement forte qu'on voit dehors sans lampe. C'est magnifique, mais flippant. Et là, un phénomène bien plus grave se produit. L'orbite de la Terre est perturbée. La Terre ralentit très légèrement dans sa rotation autour du Soleil. Sa vitesse change, son ellipse se modifie, et tu sens le monde changer autour de toi. Les saisons deviennent imprévisibles. Certains pays se mettent à chauffer comme en été alors qu'on est en hiver. D'autres refroidissent brutalement. Les courants atmosphériques deviennent instables. Les vents se déchaînent. Les températures varient de plusieurs degrés en quelques jours. La Terre perd son équilibre. Puis, les lunes de Jupiter entrent en scène. Io, Europe, Ganymède, Callisto, 4 lunes aussi grandes, voire plus grandes que notre propre Lune. Ces lunes, elles aussi, exercent une attraction sur nous. Imagine 4 autres lunes tirant simultanément sur les océans, les plaques tectoniques, l'atmosphère. Les séismes se multiplient. Les volcans entrent en éruption. Les océans semblent vivants, comme s'ils respiraient. Le climat devient violent. Le ciel se couvre d'aurores boréales jusque dans les tropiques. Même l'électricité de l'atmosphère change. Certains jours, les gens peuvent sentir des picotements statiques rien qu'en marchant dehors. Arrive enfin le point de non-retour. La Terre entre dans la sphère de Hill de Jupiter. Une zone où la gravité de Jupiter devient plus forte que celle du Soleil pour tout objet qui s'en approche. À partir de cet instant, la Terre n'est plus une planète libre. Elle devient un satellite capturé. Elle commence à spiraler vers Jupiter très lentement. Les scientifiques tentent de l'expliquer, mais rien n'est possible. Plus la Terre se rapproche, plus la pression atmosphérique augmente. La croûte terrestre se fissure. Certaines régions deviennent tellement chaudes que les océans se mettent à bouillir. D'autres se refroidissent à cause des vents gravitationnels. Les continents se déplacent. Les plaques tectoniques craquent.
et le ciel devient complètement orange à cause des gaz joviens renvoyés par la lumière solaire. Finalement, quand la Terre est trop proche, les forces de marée deviennent incontrôlables. Le côté de la Terre face à Jupiter est attiré plus fort que le côté opposé. La différence de gravité déchire littéralement la planète. La Terre commence à se fissurer, se briser, s'étirer. Les océans, les continents, l'atmosphère, tout commence à être aspiré. Des énormes morceaux de croûte terrestre se détachent comme des éclats de roche. Et en quelques heures, la Terre n'est plus une planète. Elle se transforme en un arc-en-ciel de débris orbitant autour de Jupiter, avant d'être avalée par la géante gazeuse. Et maintenant qu'on sait comment la Terre finit, il reste une question encore plus terrifiante. Que se passe-t-il pour Jupiter quand une planète entière comme la Terre entre en collision avec elle? La suite arrive. Il est 22h47. Le ciel est clair, un peu frais. Tu lèves les yeux, comme d'habitude, vers la Lune. Mais quelque chose te frappe instantanément. Elle ne se déplace pas comme d'habitude. Elle avance à l'envers. Tu frottes tes yeux, tu vérifies l'heure, tu regardes encore. Non, ce n'est pas un mirage. La Lune orbite dans le sens inverse. En quelques heures, le monde entier entre en état d'alerte. Les télescopes s'orientent vers elle, les astrophysiciens se ruent dans les observatoires. Les satellites captent des variations gravitationnelles jamais vues. Et pendant que tout le monde panique, une vérité s'impose lentement. Quelque chose ou quelqu'un a inversé le sens de rotation de la Lune. Mais ce n'est pas juste un changement de direction. C'est un bouleversement total du système Terre-Lune. Une rupture d'équilibre si violente que l'humanité n'est pas prête à en assumer les conséquences. Bienvenue sur Hypothesia. Aujourd'hui, on explore une question vertigineuse. Et si la Lune orbitait en sens inverse? Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien redéfinir le mot catastrophe. La Lune n'est pas juste un caillou qui tourne autour de nous. C'est un gardien silencieux, un stabilisateur naturel de notre planète. Elle s'est formée après une collision titanesque entre la Terre primitive et un corps nommé Theia. Imagine l'impact. Une boule de magma géante projetant des milliards de tonnes de roches en orbite. Ces fragments se sont lentement rassemblés, fusionnés, refroidis. Et c'est de ce chaos qu'est née la Lune. Depuis 4,5 milliards d'années, elle danse autour de nous à une distance moyenne de 384 000 km. Son mouvement, parfaitement coordonné avec celui de la Terre, crée une harmonie subtile. C'est grâce à elle que nos marées existent, que nos journées ralentissent et que notre axe de rotation reste stable. Sans la Lune, la Terre tournerait trop vite, ses saisons seraient imprévisibles et les pôles changeraient sans cesse de position. Chaque levée de lune, chaque reflet argenté sur l'océan, c'est une preuve que notre monde tient debout grâce à ce fragile équilibre gravitationnel. Mais cet équilibre n'a rien d'éternel. Et s'il venait à s'inverser, ce serait comme forcer une symphonie à jouer à l'envers. Inverser la rotation de la Lune, c'est une idée qui semble impossible. Et pourtant, imaginons que cela se produise. Un gigantesque astéroïde, large comme un continent, percute la Lune de plein fouet. L'impact est si violent qu'il inverse sa trajectoire. Pendant quelques heures, son orbite devient chaotique, instable, presque elliptique. Puis, sous l'effet de la gravité terrestre, elle se stabilise enfin, mais dans le sens inverse. À ce moment précis, les lois de la physique se fissurent. Le système Terre-Lune est un duo en équilibre dynamique. Quand la Lune se déplace dans le même sens que la Terre, les forces de marée travaillent ensemble. Mais quand elle tourne à contresens, ces forces deviennent opposées. C'est un bras de fer cosmique. La Terre tire dans un sens, la Lune tire dans l'autre. Les premiers effets se font sentir dès les premières semaines. Les jours raccourcissent. La Terre, ralentie par la friction gravitationnelle, perd plusieurs minutes par jour. Au bout de quelques années, nos journées ne dureraient plus que 15 heures. Nos horloges, nos cycles biologiques, tout ce qui rythme notre vie, perdrait son sens. Tu te lèverais le matin, le soleil serait déjà presque à son zénith. Et quand tu te coucherais, il referait jour quelques heures plus tard. Un monde où le temps lui-même perd sa logique. Les marées, elles, deviennent folles. Ces mouvements d'eau si paisibles, si réguliers, deviennent destructeurs. L'océan Atlantique se soulève comme une poitrine en train d'étouffer. L'eau se retire brutalement, puis revient avec une force 1000 fois supérieure.
Des vagues hautes de plusieurs centaines de mètres s'écrasent sur les continents. Les ports sont engloutis, les villes côtières rasées. La Lune tire désormais dans l'autre sens et les marées terrestres, ces légères déformations de la croûte à chaque passage lunaire, changent aussi. Résultat, des tensions colossales s'accumulent sous la surface. Des failles s'ouvrent. Les volcans se réveillent. L'anneau de feu du Pacifique entre en éruption simultanée. Les tremblements de terre se succèdent. En quelques décennies, les continents changent littéralement de forme. La Terre devient un organisme en crise, tremblant sous les coups de sa propre lune. Le ciel, lui, devient un théâtre d'illusions. La Lune ne suit plus la même trajectoire. Elle se lève là où elle se couchait avant. Ses phases deviennent illogiques. La pleine Lune précède le premier quartier et les éclipses deviennent imprévisibles. Les calendriers lunaires, utilisés depuis des millénaires par les civilisations humaines, deviennent obsolètes du jour au lendemain. Et pourtant, malgré le chaos, le spectacle est sublime. Une lune inversée, tournant à contre-courant, projetant des reflets étranges sur les mers bouleversées. Certains la surnomment la lune rebelle. D'autres, plus mystiques, y voient un signe apocalyptique. Les religions, les légendes, les croyances se rallument partout sur Terre. Et pour la première fois depuis longtemps, l'humanité regarde à nouveau le ciel, unie dans la peur et la fascination. Mais cette beauté ne dure pas. Car sous ce spectacle cosmique, la Terre, elle, s'effondre lentement. La Lune joue un rôle vital que peu de gens connaissent. Elle stabilise l'axe de rotation de la Terre. Grâce à elle, notre planète garde son inclinaison à 23,5 degrés, ce qui donne des saisons régulières. Mais quand la Lune tourne à l'envers, elle cesse d'amortir les oscillations. Résultat, la Terre commence à tanguer. Son axe penche, puis se redresse, puis penche dans l'autre sens. Parfois lentement, parfois violemment. Un été, l'Europe fond sous 60 degrés. L'année suivante, la même région est recouverte de glace. Le Sahara devient une mer, l'Arctique un désert. Les saisons ne sont plus des cycles, ce sont des loteries. Les animaux migrent dans des directions incohérentes. Les cultures agricoles s'effondrent. Et l'humanité, privée de repères, tente de survivre dans un monde où le climat change plus vite que la mémoire. La Lune n'est plus une amie. Elle est devenue une force de désordre cosmique. Mais les lois de la physique ne pardonnent pas. Une orbite rétrograde proche de la Terre ne peut pas rester stable. Les forces de marée feraient décroître peu à peu l'orbite de la Lune. Et un jour, elle franchirait la limite de Roche, la distance où la gravité de la Terre déchire littéralement les objets qui la dépassent. Ce jour-là, la Lune exploserait. Des milliards de fragments se disperseraient, formant un gigantesque anneau autour de la Terre. Un anneau lumineux, splendide mais mortel. Petit à petit, ces débris retomberaient. Chaque météorite frapperait la surface avec une puissance équivalente à une bombe nucléaire. Des incendies se déclareraient partout, l'atmosphère serait chargée de poussière et le ciel deviendrait rouge. Ce serait la fin d'un cycle. La Terre retournerait à l'état chaotique d'il y a des milliards d'années. Un monde sans lune, sans rythme, sans repère. La Lune ne se rebellera jamais. Mais cette idée nous rappelle une chose. Dans l'univers, tout est équilibre. Une orbite, une rotation, une force invisible maintiennent la vie dans un cadre parfait. Change un seul paramètre, même légèrement, et tout s'effondre. Alors la prochaine fois que tu regarderas la Lune, souviens-toi, derrière sa lumière tranquille se cache un pouvoir colossal. Un pouvoir capable de modeler les marées, de stabiliser notre planète et de nous rappeler que même le silence du ciel cache une mécanique d'une précision absolue. Ici Hypothesia, et ceci n'était pas un rêve. C'était la Lune qui tourne à l'envers. Imagine, une humanité qui ne se contente plus de rêver des étoiles, mais qui décide d'en changer les règles. Une humanité qui regarde le ciel et se dit « Et si on terraformait les géantes gazeuses ?» Oui, pas Mars, pas la Lune. Trop petit, trop simple. Non, cette fois, on s'attaque aux Titans. Titans, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 4 mondes impossibles, 4 monstres de gaz, de vent et de pression. 4 mystères qu'on va essayer de transformer en quelque chose de vivant. Mais avant de plonger dans cette folie, faut comprendre dans quoi on met les pieds. Une planète gazeuse, c'est pas un globe solide comme la Terre. C'est un océan géant de gaz, sans véritable surface. Plus tu descends, plus la pression monte. À un moment, tout devient liquide, puis métallique, puis inconcevable.
Et pourtant, quelque part dans ses profondeurs, il y a peut-être un cœur. Un noyau rocheux, caché, écrasé, que personne n'a jamais vu. Pour terraformer ça, il faudrait réécrire les lois de la physique. Mais rêvons un peu, parce que c'est ce que fait Hypothesia. On prend l'impossible et on le rend crédible. Commençons par Jupiter, le roi, le colosse, 11 fois plus grande que la Terre, une planète qu'on pourrait appeler la gardienne du système solaire. Sans elle, on serait bombardé de comètes tous les ans. Mais voilà le problème. Jupiter n'a pas de sol et ses tempêtes sont plus vieilles que nos civilisations. La grande tache rouge, par exemple, fait 3 fois la taille de la Terre et elle tourne sans s'arrêter depuis au moins 350 ans. Terraformer Jupiter, ce serait comme apprivoiser un ouragan. Il faudrait trouver une zone stable dans ces nuages, peut-être à une centaine de kilomètres au-dessus des couches les plus violentes. Là, la pression serait supportable et la température plus douce. On pourrait imaginer des cités flottantes suspendues dans l'atmosphère, grâce à de gigantesques ballons remplis d'hélium ou d'hydrogène chaud. Ces bases abriteraient des millions de personnes, reliées entre elles par des plateformes aériennes. À travers leurs vitres, on verrait les éclairs bleus et les aurores polaires illuminer le ciel comme des océans d'énergie. La gravité serait écrasante, mais la vue incomparable. Vivre sur Jupiter, ce serait vivre au cœur d'un océan de nuages infinis. Mais à côté de Jupiter, Saturne, c'est une autre histoire. Là, tout est douceur, lenteur, beauté. C'est la planète des artistes, des rêveurs. Avec ses anneaux dorés, Saturne a toujours fasciné. Et pourtant, c'est aussi une géante gazeuse, immense, glacée, avec des vents terrifiants. Terraformer Saturne, ce serait comme écrire une symphonie. Il n'y a pas de surface solide, alors pourquoi ne pas vivre dans les anneaux? Ces cercles de glace et de poussière sont faits de milliards de fragments qui orbitent autour de la planète. On pourrait construire des stations entre ces morceaux, des habitats suspendus dans la lumière du soleil, entourés d'un paysage changeant à chaque minute. Imagine des villes qui tournent lentement autour de Saturne, éclairées par des reflets d'or et d'argent. Le ciel y serait pâle, presque pastel, avec des teintes bleues et dorées selon la position du soleil. Les habitants vivraient dans des dômes transparents, profitant d'une gravité faible et d'un silence presque parfait. Terraformer Saturne, ce ne serait pas la dompter, ce serait apprendre à vivre en harmonie avec elle, à se laisser bercer par sa lenteur, à s'adapter à sa poésie naturelle. Puis vient Uranus, la planète la plus bizarre du système solaire. On l'appelle la planète couchée parce qu'elle tourne complètement sur le côté. Son axe est tellement incliné que ses pôles pointent presque vers le Soleil. Résultat, un hémisphère entier reste dans la lumière pendant des décennies, tandis que l'autre reste dans une nuit glaciale pendant tout autant de temps. Terraformer Uranus, ce serait affronter l'étrangeté. Sa température descend jusqu'à 224 degrés Celsius et son atmosphère est faite de méthane, d'ammoniac et d'eau glacée. Pourtant, son bleu turquoise est hypnotisant. Si on voulait y vivre, il faudrait d'abord réchauffer la planète. On pourrait construire d'immenses miroirs orbitaux, capables de refléter la lumière du Soleil vers ces régions sombres. Ces miroirs, alignés, formeraient une sorte de couronne brillante autour d'Uranus. Dans son atmosphère, on implanterait des stations volantes, des cités suspendues au-dessus des nuages, capables de flotter grâce à la différence de densité entre les gaz. À l'intérieur, des jardins artificiels, de la chaleur, des lumières douces pour recréer un cycle jour-nuit. Et au dehors, le spectacle d'un ciel figé, un lever de soleil qui ne finit jamais. Ce serait un monde étrange, silencieux, presque méditatif. Un endroit où le temps semble arrêter. Et enfin Neptune, la plus éloignée, la plus violente, la plus mystérieuse. À plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil, Neptune est un monde de tempêtes éternelles. Les vents y atteignent 2000 km/h. Le Soleil n'y est qu'une étoile pâle, lointaine, presque invisible. Sa couleur bleue profonde vient du méthane qui absorbe la lumière rouge. Terraformer Neptune, ce serait le plus grand défi de tous. Pour y survivre, il faudrait d'abord créer des structures capables de résister à ces vents. Des sphères pressurisées, en titane ou en matériaux flexibles, capables de se déplacer avec l'atmosphère au lieu de lutter contre elle. Ces sphères seraient comme des bateaux dérivant sur un océan de gaz. À l'intérieur, un écosystème miniature,
avec de l'eau, des plantes, de l'air, de la lumière artificielle. Mais il y a une idée encore plus folle, utiliser l'énergie interne de Neptune. Sous ces nuages, la planète dégage une chaleur qu'elle garde depuis sa formation. Si on parvenait à capter cette chaleur, on pourrait alimenter nos colonies indéfiniment. Imagine vivre dans une bulle flottante avec une lumière bleue permanente, dans un monde sans jour ni nuit. Ce serait l'endroit le plus isolé de tout le système solaire, mais aussi peut-être le plus paisible. Et quand on regarde ces 4 mondes, on comprend quelque chose. On ne peut pas vraiment terraformer des planètes gazeuses. On ne peut pas les transformer en terre bis. On ne peut que s'y adapter. Construire autour, flotter dedans, créer des bulles de vie dans leur chaos. C'est une autre forme de terraformation. Non pas changer la planète, mais apprendre à cohabiter avec elle. Ce genre de projet, c'est plus que de la science. C'est une philosophie. C'est admettre qu'on n'a pas besoin de tout contrôler, qu'on peut vivre dans l'extrême, dans l'impossible, en apprenant à composer avec l'univers. Peut-être qu'un jour on le fera. Peut-être qu'on verra des humains flotter dans les nuages de Jupiter, marcher sur la glace des anneaux de Saturne, admirer les ciels turquoises d'Uranus ou écouter le vent hurlant de Neptune. Et quand ce jour viendra, on se rappellera d'où tout a commencé. D'une petite planète bleue, minuscule, parfaite, d'un endroit qu'on appelle la Terre. Parce qu'avant de rêver de transformer les géantes du ciel, il faut se souvenir que la nôtre, elle, est déjà le chef-d'œuvre le plus abouti de l'univers. Il y a plusieurs milliards d'années, une planète presque jumelle à la Terre s'est formée. Même taille, même structure, même potentiel. Et selon plusieurs modèles, elle possédait de l'eau. Pas seulement quelques flaques, mais des océans entiers. Une planète calme, humide, enveloppée d'un climat doux, peut-être même capable d'abriter les premières réactions chimiques de la vie. Puis tout a basculé. Là où la Terre a gardé son équilibre, cette planète a lentement glissé vers un destin complètement différent. Une transformation progressive, presque imperceptible au début, jusqu'au moment où tout s'est emballé. Une montée de chaleur incontrôlable, une atmosphère qui s'épaissit, des océans qui s'évaporent, et une surface qui dépasse peu à peu les 200, puis les 300, puis les 400 degrés. Aujourd'hui, ce monde est un enfer jaune-orange, écrasé par 90 fois la pression de la Terre et brûlé par plus de 460 degrés Celsius. Une planète où aucun robot humain n'a survécu plus de 2 heures. Une planète où les nuages sont remplis d'acide et où chaque centimètre carré du sol suffirait à faire fondre du métal comme du beurre. Cette planète, c'est Vénus. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui est simple, brutale et pourtant incroyablement fascinante. Que se passerait-il si Vénus avait encore de l'eau aujourd'hui? À quoi ressemblerait cette planète si ses océans n'avaient jamais disparu? Et surtout, quelle version alternative de Vénus aurions-nous dans notre système solaire? Pour répondre, il faut remonter au tout début, à la version originelle de Vénus, une planète bien plus méconnaissable qu'on ne l'imagine. Dans ses premiers centaines de millions d'années, Vénus avait une atmosphère beaucoup plus fine, un soleil plus faible et une température qui permettait à l'eau liquide de rester stable. Cela signifie pluie, nuages, évaporation, mer, climat, bref, les premiers ingrédients d'un monde potentiellement habitable. Si on ramenait cette eau aujourd'hui, même soudainement, Vénus se transformerait en profondeur. L'eau agirait comme un immense bouclier thermique. Elle absorberait la chaleur monstrueuse stockée depuis des milliards d'années dans la surface volcanique, elle refroidirait progressivement les roches brûlantes et elle condenserait l'atmosphère épaisse en un cycle d'évaporation-pluie totalement nouveau. En quelques siècles seulement, les nuages d'acide sulfurique seraient détruits. Ils seraient mélangés, neutralisés, dilués dans l'eau, transformant le ciel de Vénus en une couche de nuages plus doux, plus blancs, plus similaires à ceux de la Terre. La pression de l'atmosphère chuterait lentement. Aujourd'hui, la pression vénusienne est tellement écrasante qu'elle équivaut à être 1 kilomètre sous la mer sur Terre. Mais avec de l'eau, une grande partie du CO2 serait capturée et dissoute. Le fameux effet de serre incontrôlable, celui qui a transformé Vénus en four géant, serait stoppé presque immédiatement. Pas complètement éliminé, mais réduit à un niveau qui permettrait à la surface de descendre à des températures beaucoup plus vivables. 80, 60, 40 degrés.
jusqu'à atteindre un nouvel équilibre thermique. La surface elle-même changerait radicalement. Aujourd'hui, elle est sèche, fracturée, recouverte de coulées de lave anciennes, un désert brûlé à l'échelle planétaire. Avec de l'eau, ce sol deviendrait méconnaissable. Des plaines entières seraient noyées. Les régions les plus basses deviendraient des mers permanentes. Les montagnes volcaniques seraient partiellement refroidies par des pluies intenses. Les roches seraient transformées chimiquement, grignotées, fracturées, puis recouvertes par des couches minérales nouvelles. Et depuis l'espace, Vénus ne serait plus jaune. Elle serait bleue et blanche, comme la Terre. Une vision qui changerait totalement notre perception du système solaire. Mais un monde avec de l'eau soulève une question encore plus captivante. Et la vie? Est-ce que Vénus aurait pu accueillir des formes de vie simples? Peut-être. La version ancienne de Vénus aurait eu un climat stable, suffisamment d'eau, une énergie solaire forte, des océans chauds et une chimie très active. Les mêmes conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Et si ces formes de vie avaient survécu, où seraient-elles aujourd'hui? Ironiquement, peut-être dans les nuages. Les couches hautes de l'atmosphère vénusienne sont étonnamment proches des conditions terrestres. Pression, température, lumière. C'est pourquoi certains scientifiques pensent que si la vie a existé, elle pourrait encore exister dans ces nuages sous forme de micro-organismes. Avec de l'eau aujourd'hui, cette hypothèse deviendrait encore plus probable. Maintenant, retournons la question. Est-ce qu'une Vénus avec de l'eau pourrait être meilleure que la Terre? Étonnamment, oui. Vénus a un climat extrêmement stable grâce à sa rotation lente. Les journées et les nuits durent très longtemps, mais avec des océans, l'eau agirait comme régulateur thermique parfait. Les différences de température seraient beaucoup moins extrêmes que ce qu'on imagine. Les régions proches du terminateur, la zone entre le jour et la nuit, seraient particulièrement intéressantes. Ni trop chaude, ni trop froide, un territoire immense qui pourrait théoriquement accueillir de la vie sur une planète équilibrée. Une Vénus avec de l'eau serait donc un mélange étrange entre la Terre, Mars et un monde tropical gigantesque. Une planète stable, chaleureuse, lumineuse, avec d'énormes zones habitables. Un monde meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi Vénus n'a-t-elle plus aucune goutte d'eau? La réponse est brutale, le Soleil. En vieillissant, il est devenu plus lumineux. Cette chaleur supplémentaire a évaporé les océans de Vénus plus vite qu'elle ne pouvait se refroidir. La vapeur d'eau est montée dans l'atmosphère, a renforcé l'effet de serre, ce qui a encore augmenté la chaleur. Un cercle infernal. La chaleur extrême a cassé les molécules d'eau. Le vent solaire a emporté l'hydrogène. Et Vénus a perdu sa dernière chance de rester habitable. Une Vénus avec de l'eau serait un monde bleu, stable, mystérieux. Peut-être l'une des meilleures planètes du système solaire. Mais une minuscule différence dans la lumière du Soleil a suffi à changer son destin pour toujours. Et c'est ça, la leçon de Vénus. Une planète qui aurait pu être comme la Terre, mais qui a basculé du mauvais côté. Un rappel que l'équilibre de notre monde est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Pluton. Pendant presque 80 ans, tout le monde l'a considérée comme la 9e planète du système solaire. Elle était petite, lointaine, glacée, mais c'était notre planète. Jusqu'au jour où, en 2006, les scientifiques ont décidé de la rétrograder. Pas parce qu'elle avait explosé, changé d'orbite ou commis un crime cosmique, mais parce qu'on a changé la définition de ce qu'est une planète. Oui, Pluton a littéralement perdu son titre à cause d'une mise à jour des règles. Aujourd'hui, pour être une vraie planète, il faut 3 critères. 1. Tourner autour du Soleil. Ça, Pluton le fait parfaitement. 2. Être assez massive pour devenir ronde. Là encore, Pluton valide. 3. Et c'est là que tout s'écroule. Nettoyer son voisinage orbital. Ça veut dire être assez lourde pour dégager tous les petits objets qui traînent sur ta trajectoire. La Terre l'a fait. Mars l'a fait. Même Jupiter a tellement nettoyé son orbite qu'il a aspiré des milliers d'astéroïdes. Pluton, elle est beaucoup trop petite. Elle partage sa route avec toute une famille de cailloux glacés de la ceinture de Kuiper. Elle n'a jamais dominé son orbite. Pour te donner une idée, la Lune est plus grande et plus massive que Pluton. Donc si la Lune n'est pas une planète, Pluton non plus. Résultat, elle a été reclassée planète naine. Pas vraiment planète, pas simple astéroïde. Un entre-deux bizarre,
Un peu comme si on lui avait retiré sa carte d'identité cosmique. Mais la vérité, c'est que Pluton n'a jamais changé. C'est juste nous qui avons affiné nos définitions. Et malgré son déclassement, elle reste l'un des mondes les plus fascinants du système solaire. Et peut-être que dans un autre catalogue, elle serait encore une planète. Imaginez une étoile massive, des millions de fois plus énergique que notre Soleil, arrive en fin de vie. En un instant, elle explose, libérant une énergie si intense qu'elle pourrait changer la face de notre galaxie. Et si cette explosion, qu'on appelle une supernova, survenait tout près de chez nous, que se passerait-il? Est-ce que nous aurions une chance de survivre? Aujourd'hui, sur Hypothesia, on décrypte ensemble l'un des scénarios les plus fascinants et les plus effrayants de l'univers. Une supernova, c'est l'explosion cataclysmique d'une étoile en fin de vie. Deux types principaux existent, les supernovas de type 2, quand une étoile massive s'effondre sur elle-même après avoir consommé tout son carburant, et les supernovas de type IA, issues de naines blanches qui accumulent trop de matière et déclenchent une explosion thermonucléaire. Dans les deux cas, l'énergie libérée est titanesque, pendant quelques jours ou semaines. La supernova peut briller plus fort que toute une galaxie. La dernière supernova visible à l'œil nu date de 1987, SN 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan. Même à plus de 160 000 années-lumière, elle a été observable depuis la Terre. Mais imaginez si elle avait été à seulement quelques dizaines, voire centaines d'années-lumière de nous. Si une supernova explose à moins de 50 années-lumière, nous serions en grand danger. D'abord, il y a l'onde de choc lumineuse, un flash intense de rayons gamma et ultraviolets qui pourrait endommager la couche d'ozone terrestre. Sans cette protection, les rayons UV du Soleil inonderaient la surface, provoquant des extinctions massives. Puis viendrait le flux de particules chargées, voyageant à travers l'espace et frappant notre magnétosphère. Cela provoquerait des aurores spectaculaires, mais aussi des coupures massives de satellites, des pannes électriques, et peut-être même des mutations biologiques. Heureusement, à l'échelle humaine, c'est rare. Mais sur des millions d'années, ça a peut-être déjà laissé sa marque. Certains chercheurs pensent qu'une supernova proche a contribué à l'extinction du Pléistocène, il y a 2,6 millions d'années. Rassurez-vous, aucune étoile massive dangereuse ne se trouve dans un rayon de 30 années-lumière. La plus célèbre candidate, Betelgeuse, est à plus de 640 années-lumière. Même si elle explosait demain, le spectacle serait fabuleux, mais sans danger pour nous. Mais attention, notre galaxie est immense, et notre voyage autour de son centre dure 250 millions d'années. À l'échelle cosmique, nous croisons régulièrement des zones où les étoiles massives naissent et meurent. Certaines extinctions passées sur Terre pourraient même être liées à d'anciennes supernovas. Les astronomes, eux, surveillent. Grâce à des télescopes puissants, ils repèrent les étoiles instables, anticipent. On pourrait croire qu'elles ne sont que destruction, mais sans les supernovas, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Ces explosions dispersent dans l'espace des éléments lourds essentiels comme le fer, l'or, l'uranium, tous forgés dans le cœur des étoiles. Chaque planète rocheuse, chaque goutte d'eau, chaque être vivant contient ces fragments d'étoiles mortes. Nous portons littéralement en nous la mémoire de ces cataclysmes cosmiques. Sans supernova, il n'y aurait pas de diversité chimique dans l'univers, pas de planètes complexes, pas de cycle biologique, pas d'intelligence pour contempler les étoiles. Elles sont à la fois la fin et le début, la mort et la renaissance. Les risques, et, un jour peut-être, mettront en place des systèmes d'alerte cosmique. L'univers est une scène de force colossale, de cycles titanesques où la mort d'une étoile devient la promesse d'une renaissance. Une supernova, c'est bien plus qu'une explosion, c'est un cri de lumière à travers les âges, un souffle cosmique qui façonne les mondes et sème les graines de la vie. Ce spectacle effrayant et magnifique à la fois nous rappelle une chose, notre fragilité, mais aussi notre origine. Nous ne sommes pas spectateurs de l'univers, nous en sommes les enfants. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos, l'or dans nos bijoux. Tout vient de là, d'un chaos lointain, d'un éclat stellaire. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez un ciel étoilé, rappelez-vous,
Chaque point de lumière est peut-être une histoire en devenir. Une étoile qui un jour explosera, et offrira à d'autres formes de vie les briques de leur existence. Ici, sur Hypothesia, on vous guide dans ces récits du cosmos, là où la science rencontre la poésie des étoiles. Car dans ce vaste univers, même les plus grandes fins sont souvent les plus beaux commencements. Mars, la planète rouge, celle qu'on regarde depuis toujours en se demandant si un jour elle n'a pas été comme la Terre. Des canyons gigantesques, des volcans plus hauts que tout ce qu'on connaît ici, des traces d'anciennes rivières, des calottes polaires. Une histoire géologique violente, longue, fascinante. Mars, c'est pas juste une planète, c'est une voisine, une ancienne sœur. Mais que se passerait-il si elle percutait la Terre? Pas une petite collision discrète, pas un caillou qui rase l'atmosphère. Non, un vrai scénario cosmique. Lent, inévitable et destructeur. Mais pour comprendre ce qui va se passer, faut d'abord savoir à qui on a affaire. Parce que Mars n'est pas un simple projectile. C'est un monde entier. Là, c'est roche contre roche. Mars fait environ la moitié du diamètre de la Terre. Sa masse est 10 fois plus faible, mais ça reste colossal. On parle d'une planète de plus de 6000 km de diamètre, avec un noyau métallique, un manteau rocheux, une croûte solide, une gravité qui représente environ 38% de celle de la Terre. Autrement dit, si cette 4e planète du système solaire te tombait dessus, ce serait pas une météorite. Ce serait une planète qui frappe une autre planète. La planète se situe à environ 228 millions de kilomètres du Soleil. Et tous les 26 ans, c'est le moment où la Terre et Mars sont au plus proches. La distance tombe à environ 55 millions de kilomètres. Son atmosphère est très fine aujourd'hui, presque inexistante comparée à la nôtre, mais elle est toujours là. Du dioxyde de carbone, un peu d'argon, des traces d'azote. Et surtout, Mars possède quelque chose d'important, une énorme énergie cinétique. Parce qu'une planète en mouvement, même petite, transporte une quantité d'énergie absolument absurde. Mars a cette couleur rouge sang à cause de l'oxyde de fer sur la planète, donc la rouille. Et il y fait un froid mortel, environ moins 60 degrés, partout. Et il y en a du relief sur cette planète, et pas qu'un peu. Olympus Mons, c'est le plus grand volcan du système solaire. Il est 3 fois plus haut que l'Everest. Il fait environ 22 km de haut. Imagine l'impact si Mars percutait la Terre par ce côté-là. Même Io, la lune de Jupiter, considérée comme la plus volcanique du système solaire, n'a pas d'aussi gros volcan. Ensuite, on a le Val Marineris, un canyon tellement immense qu'il traverse presque toute l'Afrique. Il ferait passer le Grand Canyon pour une simple fissure. Mars a 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Ces 2 satellites naturels sont extrêmement petits. Phobos est environ 7 millions de fois moins lascive que la nôtre lune à nous. Et Deimos, encore pire. Presque 50 millions de fois moins massive que notre lune. Donc quand j'ai dit petit, je n'exagérais vraiment pas. Dans 50 millions d'années, Phobos va s'écraser sur Mars ou exploser pour former un anneau. Cette lune se rapproche de Mars chaque année. Cette même planète a subi un drame qui lui a fait perdre sa vie. Les scientifiques pensent qu'il y a 4 milliards d'années, Mars possédait de l'eau liquide à sa surface. Et peut-être même qu'elle ressemblait à la Terre. Mars tourne presque à la même vitesse que la Terre. Un jour sur Mars dure environ 24 heures et 37 minutes terrestres. Si tu vivais là-bas, tu ne serais pas du tout dépaysé par le cycle jour-nuit. Tu aurais juste une petite grasse matinée de 37 minutes tous les matins. Par contre, un an sur Mars dure environ 687 jours terrestres. C'est presque 2 ans sur Terre. Bon. Maintenant, imaginons que quelque chose perturbe l'orbite de Mars. Une interaction gravitationnelle avec Jupiter. Un effet domino à l'échelle du système solaire. Lentement, très lentement, Mars commence à quitter sa trajectoire stable. Elle ne fonce pas d'un coup sur la Terre. Les planètes ne fonctionnent pas comme des balles tirées au hasard. Mars se rapproche orbital après orbital. Les astronomes sur Terre seraient les premiers à le remarquer. Les calculs deviennent bizarres. Les prédictions ne collent plus. La planète rouge apparaît légèrement décalée dans le ciel. Puis de plus en plus, jusqu'au moment où il n'y a plus de doute possible. Mars est sur une trajectoire de collision. À ce stade, la Terre n'est pas encore détruite, mais elle est déjà en danger. Parce que même avant l'impact,
La simple présence de Mars aussi proche bouleverse tout. Les marées deviennent chaotiques, pas seulement dans les océans, mais dans la croûte terrestre elle-même. La Terre commence à se déformer légèrement à chaque passage de Mars. Des séismes apparaissent dans des régions qui étaient calmes depuis des siècles. Les volcans deviennent plus actifs. Les plaques tectoniques se réveillent. Et dans le ciel nocturne, Mars devient énorme, plus brillante que la Lune. Rouge, dominante, impossible à ignorer. Psychologiquement, l'humanité vit déjà un choc. Une planète entière est en train de nous tomber dessus, et on ne peut rien faire. Plus Mars se rapproche, plus la gravité entre les deux mondes s'intensifie. Les océans se soulèvent, pas en vagues classiques, mais en bosses globales. Des marées monstrueuses capables d'inonder des continents entiers. Certaines régions sont aspirées vers Mars, littéralement. L'atmosphère terrestre commence à être arrachée par endroits. De grandes quantités d'air sont projetées vers l'espace. Le ciel change. La pression chute. Respirer devient difficile dans certaines zones. Et pourtant, l'impact n'a toujours pas eu lieu. Et puis vient le moment critique. La distance entre les deux planètes devient ridiculement petite à l'échelle cosmique. Mars remplit une partie énorme du ciel. La Terre n'est plus un monde stable, c'est une planète en sursis. Et quand l'impact commence, ce n'est pas une explosion unique, c'est une série d'événements en cascade. La première chose à frapper, ce sont les atmosphères. L'atmosphère martienne et l'atmosphère terrestre entrent en collision à des vitesses folles. Des ondes de choc parcourent la planète entière. La température de l'air monte brutalement. Les océans commencent à bouillir par endroits, non pas à cause de la chaleur solaire, mais à cause de la compression de l'air et de l'énergie libérée. Ensuite, c'est la croûte. Mars percute la Terre à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. L'énergie libérée est équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Le point d'impact est instantanément vaporisé. Pas fondu, vaporisé. La roche devient plasma. Un cratère plus large qu'un continent se forme en quelques secondes. Des morceaux de Terre et de Mars sont éjectés dans l'espace. Certains retomberont plus tard sous forme de pluie de feu. D'autres resteront en orbite. Et là, un détail fascinant apparaît. Une partie des débris commence à s'agglomérer. Une nouvelle ceinture de débris se forme autour de la Terre. Peut-être même une nouvelle lune, ou plusieurs lunes temporaires. Mais sur Terre, c'est l'enfer absolu. Les ondes sismiques parcourent la planète entière. Aucune région n'est épargnée. Les volcans entrent en éruption simultanément sur tous les continents. L'atmosphère est saturée de cendres, de gaz toxiques, de vapeur d'eau. Le ciel devient noir. Le soleil disparaît. Les températures chutent brutalement après le choc initial. Un hiver d'impact s'installe. Les plantes meurent. La photosynthèse s'arrête. La chaîne alimentaire s'effondre. Ce n'est pas juste une extinction massive, c'est une réinitialisation planétaire. Et pourtant, la Terre ne disparaît pas. Elle est ravagée, déformée, traumatisée. Mais elle est toujours là. Son noyau continue de tourner. Son champ magnétique finit par se réorganiser. Des millions d'années plus tard, la planète commence lentement à se stabiliser. Les océans se reforment à partir de la vapeur d'eau. Les gaz retombent, les cendres enrichissent les sols. Et dans cet enfer post-collision, la vie pourrait, théoriquement, revenir. Pas la même. Pas immédiatement. Mais la vie a déjà survécu à des impacts monstrueux. Celui qui a tué les dinosaures était ridicule comparé à une collision planétaire. Et pourtant, nous sommes là. Ce scénario nous montre une chose essentielle. Les planètes ne sont pas des objets figés dans le temps. Elles vivent, elles interagissent, elles peuvent se détruire mutuellement. Mars n'est pas l'ennemi parce qu'elle est maléfique. Elle est l'ennemi parce que l'univers est dynamique, violent et totalement indifférent à la vie. Si Mars percutait la Terre, ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît. Mais pas forcément la fin de la Terre. Juste la preuve ultime que notre planète, aussi stable qu'elle paraisse, n'est qu'un équilibre temporaire dans un chaos cosmique permanent. Et quand tu lèves les yeux vers Mars aujourd'hui, petite, rouge, tranquille dans le ciel, dis-toi qu'à l'échelle de l'univers, même une planète voisine peut devenir une arme de destruction totale. Et que la seule raison pour laquelle on est encore là, c'est que, pour l'instant, tout est parfaitement à sa place. Bienvenue sur Kepler 22b. On dirait la Terre, n'est-ce pas?
Kepler-22b n'a rien d'une planète ordinaire. Si la Terre est un endroit familier tranquille, Kepler-22b est un rappel violent que les mondes habitables n'ont rien d'un paradis. On l'appelle super-Terre. Ça sonne bien, ça donne l'impression d'une Terre améliorée, plus grande, plus belle, plus stable. En réalité, une super-Terre peut être n'importe quoi. C'est une catégorie qui mélange les pires conditions imaginables et les meilleures. Et Kepler-22b se situe quelque part au milieu, mais personne ne sait vraiment où. La planète fait environ 2,4 fois le rayon de la Terre. Déjà là, c'est énorme. Si tu te tenais sur un continent, si jamais il y en avait un, l'horizon s'étendrait différemment. Tu aurais l'impression que la planète tombe moins vite sous tes pieds. La courbure serait moins visible, les paysages plus vastes. Mais tout ça est un fantasme. Parce que Kepler-22b n'a probablement aucun continent. Rien. Zéro terre solide où marcher. Rien qu'un océan infini, profond, silencieux, sans fin. Une mer si monstrueuse que la nôtre, comparée à elle, ressemble à une flaque. À cause de sa taille, Kepler-22b exerce une gravité potentiellement énorme. Si elle est très dense, la gravité peut atteindre 2 à 3 fois celle de la Terre. Ça veut dire que ton poids double, triple. Ton squelette souffre, tes articulations hurlent, ton sang circule mal, ton cœur bat comme si tu courais en permanence. Ta colonne vertébrale s'écrase lentement sous ton propre poids. Même respirer devient plus difficile. Chaque inspiration demande 2 fois plus de force. Juste rester debout devient un sport. Et maintenant, imagine cette gravité appliquée à un océan. Les vagues seraient lourdes, très lourdes. Une vague de 10 mètres sur Terre est un monstre. Sur Kepler-22b, une vague de 10 mètres serait un coup de marteau, de la masse liquide concentrée, accélérée, compressée. Des vagues capables de détruire une structure métallique en un seul impact. Et ça, c'est quand l'océan est calme. Mais l'océan ne sera pas calme. Jamais. Kepler-22b reçoit environ 10% de lumière de plus que la Terre. On pourrait penser que ça fait une planète un peu plus chaude, un peu plus tropicale. La vérité, c'est que cette différence suffit à changer totalement le climat. Plus de chaleur, plus d'évaporation. Plus d'évaporation, plus de nuages. Plus de nuages, effet de serre violent. Résultat, un monde couvert de tempêtes, des cyclones plus larges que l'Europe, des vents supérieurs à 600 km/h, des éclairs longs comme des continents, et un océan qui ne dort jamais. La lumière, elle aussi, serait différente. L'étoile est un peu plus froide que le Soleil, un peu plus petite. Résultat, la lumière est plus douce, plus blanche, presque pastel. Le ciel pourrait être turquoise, verdâtre, laiteux. Le lever de soleil ressemblerait à un halo diffus, comme si quelqu'un éclairait la planète depuis derrière un rideau de nuages. Et la nuit ne serait jamais noire. L'atmosphère enverrait une lueur bleue ou verte dans toutes les directions. Pas d'étoiles visibles, pas de voie lactée, juste un brouillard lumineux permanent. Et si jamais l'atmosphère contient trop de gaz à effet de serre, ce qui est probable sur un monde océanique, la température pourrait atteindre des niveaux extrêmes, 40 degrés, 50 degrés sol, peut-être 60 degrés si partout, tout le temps. Une planète entière transformée en sauna humide ou même respirer dans un casque se ferait dans un air brûlant. Et pourtant, malgré tout ça, Kepler-22b pourrait abriter la vie. Pas sur les continents, il n'y en a pas. Pas dans l'air, trop dense, trop humide, trop hostile. Mais dans l'eau, là où la pression écrase tout, mais où la vie trouve toujours un moyen. Sur Terre, des organismes vivent dans des volcans sous-marins à 400 degrés Celsius, sous des pressions monstrueuses. Alors imagine ce que Kepler-22b pourrait cacher dans ses profondeurs. Des algues fluorescentes, des organismes transparents, des créatures massives adaptées à une pression que même nos sous-marins ne supporteraient pas. Si Kepler-22b est bien un océan profond, les formes de vie qui y vivent n'ont pas évolué comme les nôtres. Pas de photosynthèse telle qu'on la connaît. Pas de respiration simple. Pas de plantes. Pas d'arbres. Peut-être des réseaux biologiques basés sur le soufre, l'ammoniac ou d'autres cycles chimiques inconnus. Peut-être une biosphère gigantesque, silencieuse, invisible, qui prospère dans les abysses depuis des milliards d'années. Si on veut vivre sur Kepler-22b, on doit oublier tout ce qu'on connaît. Pas de maison, pas de ville, pas de route, pas d'aviation, pas de continent. Rien de ce qui construit notre monde terrestre.
La seule possibilité, c'est de vivre au-dessus de l'océan, sur des mégastructures flottantes. Pas des bateaux, pas des plateformes pétrole, mais de véritables continents artificiels. Des disques métalliques de plusieurs kilomètres de diamètre, stabilisés par des moteurs colossaux qui compensent la gravité et les vagues. Il faudrait les construire en matériaux flexibles, capables de plier sans se casser, capables d'encaisser un choc équivalent à plusieurs tonnes d'eau en mouvement. Ces structures seraient ancrées en permanence. Pas à un sol, il n'y en a pas, mais entre elles, comme un réseau flottant interconnecté. Elles devraient se déplacer légèrement pour ne pas être brisées par les tempêtes. Elles auraient des murs anti-vagues de 100 mètres de haut. Au milieu, une ville protégée. Autour, des générateurs. Dans les étages inférieurs, des salles hydroponiques pour créer de la nourriture. La lumière extérieure, trop diffuse, serait inutilisable pour l'agriculture. On vivrait sous des LED comme dans une base spatiale. Le vrai danger, ce ne sont même pas les tempêtes, c'est la pression atmosphérique. Elle pourrait être de 5, 10, 20 fois celle de la Terre. À ces niveaux-là, même un casque pressurisé ne suffit pas. Chaque sortie extérieure deviendrait une mission militaire extrême. Et quand vient la question, peut-on construire une base sous l'eau? La réponse est simple, non. Pas avant des siècles de technologie avancée. Une pression de 5000, 10 000 atmosphères écraserait tout. Même le titane, même nos sous-marins les plus avancés. Il n'y a qu'en surface qu'on peut survivre. Une humanité flottante, une civilisation maritime sur un océan qui ne s'arrête jamais. Même si tout le reste était parfait, même si l'air était respirable, même si l'océan était calme, même s'il n'y avait pas de tempête, la gravité seule suffirait à compliquer la vie humaine. Une gravité double, tu peux survivre. Une gravité triple, tu meurs sans exosquelette. Ton cœur ne suit plus. Tes os se tordent. Tes organes s'écrasent. Ton sang s'accumule dans tes jambes. Ça, c'est l'espace. On l'imagine souvent silencieux, vide, immobile. Et pourtant, l'univers fait du bruit. Pas des sons comme sur Terre, pas des ondes sonores qui se propagent dans l'air, parce que dans l'espace, il n'y a presque pas d'air. Mais il existe autre chose. Des vibrations, des ondes électromagnétiques, des variations de champs magnétiques que l'on peut traduire en sons audibles. Et quand on commence à écouter l'univers de cette manière, on se rend compte d'un truc assez fou. L'espace n'est pas silencieux. Il est vivant, rythmé, parfois calme, parfois franchement inquiétant. Bon, vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va écouter 5 sons venus de l'espace. Pas pour faire peur, juste pour comprendre ce que l'univers raconte quand on lui donne une voix. Et bien sûr, on va y aller doucement au fur et à mesure. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, on commence doucement avec la Terre. Ah, la Terre, notre foyer, notre planète, c'est la seule planète pouvant abriter de la vie humaine, du moins de ce qu'on a découvert. Alors, on est parti pour écouter le bruit que fait la Terre. Le 5 septembre 2012, les sondes Van Allen, initialement appelées sondes des tempêtes de la ceinture de radiation, offrent aux scientifiques de nouvelles perspectives sur le cœur de la Terre. Elles étaient généralement dans les ceintures de Van Allen, qui sont 2 régions de rayonnement en forme d'anneau qui entourent la Terre et peuvent représenter un danger pour les satellites. Les antennes EM-Physis des sondes Van Allen ont capté le cœur de la Terre avec un son de qualité CD. Écoutez ça. Bien, passons à Jupiter. Le 27 août 2016, la NASA envoie une sonde très spéciale car elle n'est pas comme les autres. La sonde Juno, qui tourne autour de Jupiter, possède un instrument appelé WAVES. Elle enregistre l'activité électrique de la magnétosphère, donc le bouclier magnétique de la planète. Cette 5e planète du système solaire est très bruyante. Ok, alors ce que vous allez bientôt écouter, c'est le bruit du vent solaire qui s'écrase sur le champ magnétique de Jupiter à des millions de kilomètres à l'heure. Jupiter a des aurores boréales 1 million de fois plus puissantes que les nôtres.
Ça crée des sifflements qui ressemblent à des cris de dauphin. Et aussi, la Lune Io balance des tonnes de soufre dans l'espace, ce qui crée des décharges électriques massives. Ça ajoute des craquements dans le mix final. D'accord, c'était très étrange. Maintenant, passons au Soleil. En 2021, la sonde Parker Solar Probe a enregistré des ondes provenant du cœur même du Soleil. En se rapprochant très près du Soleil, elle a utilisé ces instruments pour enregistrer les fluctuations des particules chargées, comme les électrons ou les protons, et des champs magnétiques. Aujourd'hui, c'est un son profond et bizarre à la fois que nos oreilles peuvent entendre. Très bien. Maintenant que tu sais tout ça, il est temps pour toi d'écouter la vraie voix du Soleil. Ok. Maintenant, celui tant demandé, le trou noir. Le télescope spatial Chandra de la NASA a capté des données montrant des ondes de pression dans le gaz chaud d'un amas de galaxies, créant des ondulations à une échelle astronomique. C'était un trou noir venant de la galaxie de Pensée. Bien que les fréquences soient extrêmement basses, elles sont quand même converties en sons audibles. Elles sont montées de millions de milliards de fois pour être perçues par les humains, ce qui donne ces sons graves et inquiétants. Oh là là, je crois qu'on est arrivé au dernier son de cette vidéo. Ok, il s'agit d'un pulsar. En fait, un pulsar est une étoile à neutrons qui tourne extrêmement vite sur elle-même et émet des faisceaux de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire des ondes radio, des rayons X, gamma et tout, qui balayent l'espace, créant des impulsions régulières similaires à un phare cosmique. Du coup, d'où son nom Pulsating Star. Ce que vous allez écouter, ça vient du télescope FAST de Chine. Voilà, tous ces sons étaient vraiment effrayants à partir de Jupiter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite, une partie 2, ou même proposez-moi d'autres sons à chercher. Évidemment, donnez vos avis dans les commentaires et proposez d'autres idées de vidéos. C'était Hypothesia. Tu as déjà levé les yeux vers le ciel en te demandant pourquoi les étoiles scintillent. On dirait qu'elles dansent, qu'elles clignotent pour nous dire bonsoir. Mais en vrai, elles ne bougent pas du tout. Ce qui bouge, c'est notre atmosphère. La lumière des étoiles voyage des milliards de kilomètres dans le vide, droite comme un laser, jusqu'à ce qu'elle arrive ici, dans un air qui bouge dans tous les sens. L'atmosphère terrestre, c'est comme une mer d'air. Elle a des couches chaudes, des couches froides, des turbulences, et tout ça déforme un peu la lumière. Du coup, au lieu d'arriver tout droit à nos yeux, la lumière zigzague légèrement. Et ce petit zigzag, nous on le voit comme un scintillement. Plus une étoile est basse dans le ciel, plus sa lumière traverse d'air, donc plus elle scintille. Et à l'inverse, si tu regardes une étoile pile au-dessus de ta tête, elle scintille beaucoup moins. En fait, si on pouvait observer depuis l'espace, les étoiles ne clignoteraient jamais. Elles brilleraient en continu, sans trembler. Alors la prochaine fois que tu vois une étoile scintiller, souviens-toi, ce n'est pas elle qui bouge. C'est la Terre qui tremble un peu sous ton regard. Ok, si t'es un vrai Hypothesia, tu t'es sûrement posé cette question. Pourquoi Vénus est plus chaude que Mercure? Et si t'es pas encore un Hypothesia, alors abonne-toi pour en devenir un. Bref, à première vue, ça n'a aucun sens. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc logiquement, elle devrait être la plus chaude. Et pourtant, c'est Vénus qui détient le record de la planète la plus chaude du système solaire, avec une température moyenne d'environ 460 degrés Celsius, soit assez pour faire fondre du plomb. La raison principale n'a rien à voir avec la distance au Soleil, mais avec l'atmosphère. Mercure, par exemple, n'a quasiment pas d'atmosphère. À la place, elle a une exosphère.
ce qui signifie que la chaleur reçue du Soleil n'est pas retenue. Résultat, Mercure connaît des températures extrêmes, très chaudes le jour, mais extrêmement froides la nuit, pouvant descendre jusqu'à moins 170 degrés Celsius. Vénus, en revanche, possède une atmosphère incroyablement dense, composée à plus de 96% de dioxyde de carbone, alors que dans l'atmosphère terrestre, il n'y en a que 0,0042%, ce qui est extrêmement petit. Cette atmosphère agit comme une couverture géante autour de la planète et provoque un effet de serre totalement incontrôlé. La lumière du Soleil traverse l'atmosphère, chauffe la surface, mais la chaleur ne peut plus s'échapper vers l'espace. Elle est piégée, encore et encore, ce qui fait grimper la température en permanence. Et ce phénomène est renforcé par des nuages très épais d'acide sulfurique qui réfléchissent la lumière, mais emprisonnent encore plus la chaleur en dessous. Résultat, Vénus est plus chaude que Mercure, non pas parce qu'elle est plus proche du Soleil, mais parce qu'elle est incapable de se refroidir. En résumé, Mercure brûle puis gèle, alors que Vénus surchauffe en continu, prisonnière de sa propre atmosphère. Personnellement, je pense qu'au fur et à mesure du temps, la température moyenne sur Vénus augmentera jusqu'à 480 degrés, puis 500 degrés, puis 530 degrés. Si tu aimes ce genre de vidéo, alors abonne-toi. Ici Hypothesia. Tu te rappelles des croissants de lune, ou même de la pleine lune? Aujourd'hui, tout ça disparaît. Et oui, la lune a disparu. Et c'est pas qu'elle s'est pas encore levée, non. Elle a disparu. Mais à sa place apparaît lentement une autre sphère, et elle est énorme. Et aussi inquiétante. Vénus. Une planète entière qui a pris la place de notre lune. Mais avant qu'on commence ce scénario dingue, assure-toi d'avoir lâché ton petit like. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, au début, c'est presque magnifique. Dans le ciel nocturne, Vénus domine tout. Elle est environ 4 fois plus grande que la Lune dans le ciel, avec une lumière blanche et légèrement dorée, presque aveuglante. Même en plein jour, elle reste visible. Imagine, un deuxième soleil mais fixe suspendu dans le ciel. Les nuits deviennent étranges, presque irréelles, plus sombres, mais en même temps éclairées par une présence massive. Les gens sortent, regardent, filment. Le monde entier est fasciné. Mais bon, n'oublions pas que Vénus, c'est une planète. Elle est surnommée la jumelle de la Terre à cause de leur similitude physique frappante. Taille, masse, densité et composition rocheuse quasi identiques. Du coup, là, c'est planète contre planète. Très vite, les océans commencent à réagir, parce que la Lune, même si elle paraît petite, contrôle nos marées. Et Vénus est énormément plus massive. Sa gravité tire sur la Terre avec une force bien plus intense. Résultat, les marées deviennent gigantesques. On ne parle plus de quelques mètres, mais de murs d'eau colossaux qui avancent et reculent sans cesse. Les villes côtières sont les premières touchées. New York, Tokyo, Rio, englouties. Les vagues frappent avec une violence inimaginable. Le cycle des marées devient chaotique, imprévisible, destructeur. Et ce n'est que le début. Parce que la Lune ne sert pas qu'à faire monter les océans. Elle stabilise aussi l'inclinaison de la Terre. Sans elle, notre planète devient instable. L'axe commence à osciller, lentement, puis de plus en plus. Les saisons deviennent complètement imprévisibles. Un hiver glacial peut apparaître en plein été, puis disparaître en quelques semaines. Certaines régions deviennent inhabitables. D'autres gèlent ou brûlent, comme Vénus. L'équilibre climatique s'effondre. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on remplacera la Lune avec quelque chose d'autre sur cette chaîne, les océans auront forcément un problème. Je crois que c'est l'heure pour vous de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche, ça fait super plaisir. Là où ça devient vraiment inquiétant, c'est sous nos pieds. La présence massive de Vénus perturbe profondément la structure interne de la Terre. Les forces gravitationnelles créent des tensions énormes dans la croûte terrestre. Résultat, les tremblements de terre se multiplient dans des régions où il n'y en a pas d'habitude. Des séismes gigantesques frappent un peu partout sur la planète. Les volcans se réveillent, les plaques tectoniques s'emballent. La Terre est vivante, mais incontrôlable. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais Vénus est une planète infernale. À sa surface, la température atteint plus de 470 degrés Celsius. Son atmosphère est composée de gaz toxiques avec des nuages d'acide sulfurique. Même si elle reste à distance, son influence pourrait aller plus loin.
des particules, des radiations, des interactions avec notre atmosphère pourraient commencer à apparaître. Le ciel pourrait changer. L'air pourrait devenir dangereux. Et là, une question se pose. Est-ce que cette situation peut durer? Et la réponse est simple: non. Parce qu'un système comme celui-ci est instable. Deux corps aussi massifs, aussi proches, ne peuvent pas coexister tranquillement. Avec le temps, les orbites se modifient. Vénus pourrait se rapprocher encore plus, ou au contraire, être éjectée. Mais dans le pire des cas, une collision devient possible. C'est comme si la Terre se dédoublait et se percutait elle-même. L'énergie libérée serait au-delà de tout ce que l'humanité a connu. Bien plus que l'impact qui a causé l'extinction des dinosaures. Là, ce ne serait pas une extinction, mais une destruction totale. Donc dans ce combat ultime entre la Terre et sa jumelle Vénus, la Terre ne survivrait pas. Mais même sans collision, le simple fait de remplacer la Lune par Vénus suffirait à condamner notre monde. Lentement, progressivement, mais inévitablement. Alors bien sûr, voir Vénus dans notre ciel serait spectaculaire, fascinant, presque irréel. Mais derrière cette beauté se cache une réalité bien plus sombre. Remplacer la Lune par Vénus, ce ne serait pas juste un changement dans le ciel, ce serait la fin de notre monde. Dans le système solaire, il existe une planète qui, malgré sa taille gigantesque et son comportement profondément anormal, reste largement méconnue du grand public. Cette planète, c'est Uranus. Située à près de 3 milliards de kilomètres du Soleil, Uranus évolue dans une région froide, sombre et silencieuse du système solaire, bien au-delà de l'orbite de Saturne. À cette distance, la lumière solaire met plus de 2 heures et demie à atteindre la planète. Et l'énergie reçue est environ 400 fois plus faible que celle reçue par la Terre. Uranus est pourtant l'une des planètes les plus massives du système solaire. La 4e par la taille et la 3e par la masse. Et son étude est essentielle pour comprendre non seulement l'histoire de notre propre système planétaire, mais aussi celle des milliers d'exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles. Uranus possède un diamètre d'environ 50 700 km, ce qui signifie qu'elle est presque 4 fois plus large que la Terre. Son volume est colossal, suffisamment grand pour contenir plus de 60 planètes terrestres à l'intérieur. Sa masse est environ 14 fois et demi celle de la Terre, ce qui lui confère une influence gravitationnelle immense à l'échelle planétaire. Pourtant, malgré cette masse considérable, Uranus est une planète relativement peu dense. Cette faible densité est l'un des premiers indices de sa nature particulière, car contrairement à la Terre, Uranus n'est pas composé principalement de roches et de métaux, mais d'un mélange complexe de gaz et de glace. Uranus appartient à une catégorie bien spécifique de planètes appelées les géantes glacées. Cette catégorie se distingue des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne par une composition interne différente. Alors que Jupiter et Saturne sont majoritairement constitués d'hydrogène et d'hélium, Uranus contient une proportion beaucoup plus importante de ce que les astrophysiciens appellent des glaces. Un terme qui désigne ici non pas de la glace solide, comme celle que l'on trouve sur Terre, mais des substances volatiles telles que l'eau, l'ammoniac et le méthane, compressées sous des pressions extrêmes et chauffées à des températures très élevées. Ces matériaux forment un manteau dense et visqueux qui représente la majeure partie du volume de la planète. L'atmosphère d'Uranus est relativement fine par rapport à sa taille globale, mais elle joue un rôle majeur dans son apparence et son comportement. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec une petite fraction de méthane. Ce méthane absorbe la lumière rouge du Soleil et réfléchit les longueurs d'onde bleues et vertes, ce qui donne à Uranus sa couleur bleu pâle, si caractéristique. Sous cette atmosphère, il n'existe aucune surface solide. Plus on descend dans la planète, plus la pression augmente rapidement, atteignant des millions de fois la pression atmosphérique terrestre, au point où toute matière connue est écrasée et transformée en état physique extrême. Au centre d'Uranus se trouve un noyau relativement petit, composé de roches et de métaux, mais extrêmement dense et chaud. Autour de ce noyau s'étend le manteau glacé, une immense couche de fluide supercompressé qui transporte la chaleur interne de la planète et joue un rôle clé dans la génération de son champ magnétique. Contrairement à la Terre,
où le champ magnétique est relativement bien aligné avec l'axe de rotation, celui d'Uranus est fortement incliné et décalé par rapport au centre de la planète, un autre indice de son passé violent et chaotique. L'une des caractéristiques les plus spectaculaires d'Uranus est son axe de rotation. Alors que la plupart des planètes du système solaire tournent sur elles-mêmes avec un axe relativement vertical, Uranus est incliné à environ 98 degrés. Cela signifie qu'elle tourne presque couchée sur son orbite, comme une roue roulant autour du Soleil. Cette inclinaison extrême n'est pas anodine. Les scientifiques pensent qu'elle est le résultat d'une collision massive survenue très tôt dans l'histoire du système solaire, lorsqu'un objet de taille planétaire a percuté Uranus et l'a littéralement renversé sur le côté. Depuis cet événement, la planète conserve cette orientation unique, qui a des conséquences profondes sur son climat, sa structure interne et son évolution. À cause de cette inclinaison, Uranus connaît des saisons parmi les plus extrêmes du système solaire. Chaque pôle peut être exposé à la lumière du Soleil pendant plus de 40 années consécutives, suivies de 40 années de nuit presque totales. Cette configuration entraîne des variations thermiques complexes et des dynamiques atmosphériques encore mal comprises. Malgré sa distance au Soleil, Uranus émet très peu de chaleur interne, contrairement à Neptune, une planète pourtant très similaire en apparence. Cette faible émission thermique reste l'un des grands mystères de la planétologie moderne. Uranus possède également un système d'anneaux, bien que beaucoup plus discret que ceux de Saturne, ainsi qu'un cortège de 27 lunes connues, aux tailles et aux compositions variées. L'ensemble de ce système est maintenu par un équilibre gravitationnel délicat, équilibre qui serait profondément perturbé si Uranus venait à quitter son orbite actuelle. C'est ici que commence le scénario hypothétique. Imaginons qu'à la suite d'un événement gravitationnel extrême, comme le passage rapproché d'une étoile ou d'un objet massif errant, Uranus soit lentement dévié de son orbite autour du Soleil et placé sur une trajectoire menant directement vers Terre. Une telle situation ne produirait pas des effets immédiats visibles depuis la surface terrestre, mais elle déclencherait une cascade de perturbations détectables bien avant toute collision. À mesure qu'Uranus s'approcherait, son immense champ gravitationnel commencerait à influencer l'orbite de la Terre, celle de la Lune et l'équilibre général du système solaire interne. Les marées océaniques deviendraient progressivement anormales, atteignant des amplitudes jamais observées. Les océans commenceraient à se déplacer à l'échelle planétaire, attirés par cette nouvelle source de gravité. La croûte terrestre subirait des contraintes colossales, entraînant une augmentation spectaculaire de l'activité sismique et volcanique sur l'ensemble du globe. L'atmosphère terrestre serait elle aussi affectée. L'air, maintenu autour de la planète par la gravité, commencerait à se redistribuer sous l'influence d'Uranus. Des vents continus, dépassant largement les vitesses des ouragans les plus violents, balayeraient la surface de la planète. La météo, telle que nous la connaissons, cesserait d'exister. Les infrastructures humaines seraient détruites bien avant que la planète géante ne soit visible à l'œil nu. Lorsque Uranus deviendrait enfin visible dans le ciel terrestre, elle apparaîtrait comme un disque immense occupant une portion significative du firmament. À ce stade, la rotation de la Terre commencerait à être perturbée. Les jours s'allongeraient, les cycles climatiques s'effondreraient et les écosystèmes survivants seraient soumis à des conditions impossibles à supporter. L'impact final entre Uranus et la Terre ne ressemblerait en rien aux explosions spectaculaires souvent représentées dans la fiction. Il s'agirait d'un événement de fusion planétaire, libérant une quantité d'énergie comparable à celle des grandes collisions qui ont façonné les planètes au début du système solaire. La croûte terrestre fondrait instantanément, les océans se vaporiseraient et le manteau serait exposé à l'espace. La Terre cesserait immédiatement d'exister en tant que planète tellurique distincte. En raison de l'inclinaison extrême d'Uranus, la collision serait probablement oblique, ce qui augmenterait encore le niveau de destruction. La Terre serait désaxée, fragmentée, et ses restes formeraient un vaste disque de débris autour du Soleil. Avec le temps, ces débris pourraient s'agglomérer pour former de nouveaux corps. Mais la planète que nous appelons la Terre disparaîtrait à jamais.
À ce stade du scénario, lorsque la collision a eu lieu et que la Terre a cessé d'exister sous sa forme tellurique, il est essentiel de comprendre que l'événement ne se limite absolument pas à la destruction d'une planète. Une collision entre deux corps planétaires de cette taille libère une quantité d'énergie si gigantesque qu'elle modifie profondément l'environnement gravitationnel et dynamique de toute la région interne du système solaire. L'énergie dégagée lors de l'impact serait équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Mais cette comparaison reste insuffisante, car il ne s'agit pas d'une explosion chimique, mais d'une conversion directe d'énergie cinétique planétaire en chaleur, en ondes de choc et en déformation gravitationnelle. La matière terrestre, pulvérisée, fondue ou vaporisée, serait projetée dans toutes les directions à des vitesses atteignant plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, formant un immense nuage de débris s'étendant sur des millions de kilomètres. Ce nuage ne serait pas homogène. Les éléments les plus légers, comme la vapeur d'eau, l'hydrogène et une partie de l'atmosphère terrestre, seraient rapidement dispersés dans l'espace interplanétaire, certains atteignant même des vitesses suffisantes pour s'échapper définitivement de l'influence du Soleil. Les matériaux plus lourds, comme les silicates et les métaux issus du manteau et du noyau terrestre, resteraient en orbite autour du Soleil, formant un disque de débris extrêmement chaud et dense. Ce disque rappellerait, par sa structure, celui qui existait il y a plus de 4 milliards d'années, lorsque les planètes du système solaire étaient encore en cours de formation. Dans les heures et les jours suivant la collision, ce disque serait incandescent. Les températures y atteindraient plusieurs milliers de degrés, empêchant toute solidification immédiate. Les chocs secondaires entre fragments seraient constants, générant de nouvelles ondes de chaleur et fragmentant encore davantage la matière. À ce moment précis, la Terre ne serait plus qu'un souvenir géologique, dissoute dans un anneau chaotique de roches en fusion et de gaz surchauffés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un tel événement aurait également des conséquences majeures sur la trajectoire et la structure d'Uranus elle-même. En entrant en collision avec une planète rocheuse dense, Uranus ne ressortirait pas intact. Son manteau glacé serait partiellement arraché, son atmosphère sévèrement perturbée et son équilibre interne profondément modifié. Une partie de la matière terrestre pourrait même être capturée par Uranus, se mélangeant à ses couches supérieures et modifiant sa composition chimique observable. À long terme, cela pourrait laisser des signatures spectrales détectables, témoignant d'une collision passée avec un monde rocheux. L'impact aurait également des répercussions gravitationnelles sur les autres planètes du système solaire interne. Mercure, Vénus et Mars subiraient des perturbations orbitales mesurables. Les orbites pourraient devenir légèrement plus elliptiques. Certaines planètes pourraient migrer lentement vers de nouvelles positions stables et l'ensemble du système interne entrerait dans une phase de réajustement dynamique pouvant durer des millions d'années. La Lune, si elle n'a pas déjà été détruite ou éjectée lors de l'impact initial, serait presque certainement arrachée de toute orbite stable et soit projetée dans l'espace, soit fragmentée en de multiples morceaux rejoignant le disque de débris. À une échelle encore plus large, cet événement rappellerait une vérité fondamentale de l'astrophysique planétaire. Les systèmes planétaires ne sont pas figés. Ils évoluent, parfois de manière lente et progressive, parfois à travers des événements violents et soudains. Les collisions planétaires ont joué un rôle central dans la formation de toutes les planètes que nous observons aujourd'hui. La Terre elle-même est le produit de multiples impacts géants, dont l'un a probablement donné naissance à la Lune. Ce qui différencie ce scénario hypothétique de l'histoire réelle de la Terre, c'est le moment auquel il se produit. Dans un système déjà mature, habité, stabilisé, une telle collision n'est plus créatrice. Elle est exclusivement destructrice. Il est également important de souligner que ce type de collision ne nécessite pas une trajectoire parfaitement alignée pour être catastrophique. Même un passage extrêmement proche, sans impact direct, suffirait à provoquer des effets dévastateurs. Les forces de marée, générées par un géant glacé à proximité de la Terre, pourraient littéralement étirer la planète, fracturer sa croûte
et déclencher une activité volcanique globale sans précédent. Et nous disons adieu à la Terre. Ne vous en faites pas. Vous la reverrez dans d'autres vidéos et elle souffrira encore plus. À la place de la Terre, il pourrait se créer d'autres petites planètes. Mais nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Encore merci à vous, car la vidéo sur Kepler 2b vous a énormément plu et peut atteindre les 1000 vues. Encore merci et à bientôt.